La nature, lorsque nous prenons le temps de la contempler, nous offre un spectacle fascinant. Les habitants de notre planète ont tissé au fil du temps des relations complexes de collaboration, symbiose, dépendance, prédation. La Terre, c'est la planète de la vie. La vie foisonne partout. Elle court, rampe, vole. Mais pour que cette belle diversité puisse s'épanouir, la Terre a dû offrir à la vie un contexte favorable pendant près de 4 milliards d'années. Quelles sont donc ces conditions qui ont permis l'éclosion de la vie terrestre? Ces conditions essentielles pourraient-elles exister ailleurs et aboutir à d'autres écosystèmes? Pour tenter de répondre à ces questions, les scientifiques explorent le cosmos à la recherche de traces de vie. Ils ont construit de gigantesques télescopes pour scruter l'univers et écouter les murmures des étoiles. Mais l'espace est resté désespérément muet. Les scientifiques ont lancé des sondes jusqu'aux confins du système solaire. Mais elles n'ont renvoyé que des images de planètes hostiles. Et depuis 25 ans, les astronomes ont découvert dans notre galaxie des milliers de planètes d'une incroyable diversité. Autant de mondes étranges, sans trace de vie. Pas une planète qui ressemblerait à la nôtre. Alors, la Terre serait-elle unique? Pour comprendre ce qui s'est passé au cœur des comètes pendant leur formation et leur traversée du système solaire, Louis d'Andecourt et Grégoire d'Angers ont choisi une approche originale, qui ne nécessite pas de longs et coûteux voyages interplanétaires. Un voyage in vitro. Donc effectivement, il y a l'idée du voyage, c'est un petit aspect poétique, mais qui est quand même très encadré sur un plan scientifique. Ici, à Marseille, les deux scientifiques simulent en laboratoire la formation d'une comète et son voyage jusqu'à la Terre. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Les comètes sont constituées de glace et de poussière. Nous fabriquons une glace. Donc nous, on a choisi 3 molécules qui sont les plus représentatives de ce qu'il peut y avoir sur ces glaces-là, l'eau, le méthanol, l'ammoniac. Je commence par l'eau. Ouais. Tu me diras quand tu y es. Oui. Ça, après, je mets le méthanol. Oui, absolument. Cette matière glacée est similaire à celle qui composait les comètes à leur formation. Puis, le long voyage de cette comète artificielle va être simulé en accéléré. En gros, on sait qu'une semaine dans le laboratoire va correspondre à 1 million d'années. Tu allumes le générateur, tu me dis. Ça, je mettrai l'air comprimé. L'expérience commence. Dans le réacteur chimique, il règne un vide proche du vide interstellaire. La température est de moins 200 degrés. On a formé la glace, hein, donc on voit une partie, là, une sorte de croissance sur le bord de la fenêtre. La glace reçoit des ultraviolets qui simulent le rayonnement solaire. Ce rayonnement casse les molécules. Cette première étape permet d'obtenir des molécules simples. Elles vont pouvoir ensuite se recombiner pour donner des molécules plus complexes si cette étonnante expérience réussit. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, on va réchauffer le système pour voir un petit peu comment se comporte la glace. Puis commence la deuxième partie de l'expérience. La comète quitte la périphérie du système solaire. Elle se rapproche des zones plus chaudes où se trouve la Terre. Là, on voit des parties de la glace qui disparaissent. Et après, à un moment donné, on voit que des bulles se former. Et ça, en fait, on arrive vers une phase où l'eau est proche de partir de la glace. Et une fois qu'on perd l'eau, on voit qu'on a une espèce de petits films blanchâtres à la surface. Et ça, ce sont de nouvelles molécules qui se sont formées. Et à la fin, on obtient des petites gouttelettes à la surface de la fenêtre qui sont assez visibles sur l'image.
Et ça, en fait, c'est notre matière organique qui a été formée à partir de la glace initiale qui a été irradiée puis réchauffée. La température dans le réacteur est maintenant proche des 20 degrés. La comète artificielle a fini un voyage qui l'a transformée. Et à la fin, eh bien, on obtient des milliers de molécules différentes. Donc c'est extrêmement intéressant, c'est-à-dire qu'on part uniquement de 3 petites molécules de base, eau, méthanol, ammoniac, on leur soumet de l'énergie et à la fin, on forme des milliers de molécules différentes. L'expérience a réussi. Dans le petit réacteur chimique, il y a maintenant des molécules organiques simples. On se rapproche des briques élémentaires à partir desquelles la vie se construit. Dans ces molécules annonciatrices de la vie, on va trouver des acides aminés. Ils sont à la base de toutes les protéines présentes chez chaque être vivant. Dans ces gouttelettes, on trouve aussi des sucres, indispensables à la construction de notre ADN. Et ces molécules-là, à la fin, elles se retrouvent sur Terre, puisqu'en fait, ce qu'on appelle les météorites sont en fait les filles des comètes et des astéroïdes qui ont traversé l'atmosphère et qui sont venus finalement déposer la matière organique extraterrestre à la surface de la Terre primitive. Partie des confins glacés du système solaire, cette matière organique termine son voyage dans les océans de la Terre primitive. Il faut maintenant découvrir quels sont les paramètres environnementaux ayant permis à cette matière de continuer à évoluer jusqu'à former des organismes vivants. Ce sera la prochaine étape de cette expérience inédite. La matière organique issue de la comète artificielle sera alors placée dans un environnement proche de celui de la Terre primitive. Ce qui est intéressant dans l'approche expérimentale, c'est qu'on peut changer les conditions environnementales. On peut changer, par exemple, la température de l'eau, on peut changer la longueur d'onde du soleil imaginaire qu'on utilise. Et ça, c'est extrêmement important, évidemment, pour déterminer finalement quels sont les différents paramètres. Est-ce qu'ils sont restreints ou non? Est-ce que c'est unique à la Terre ou est-ce qu'on peut aller vers d'autres environnements, que ce soit dans le système solaire ou sur des exoplanètes, par exemple. Des molécules organiques sont présentes partout dans l'univers. Mais la seule présence des ingrédients de base du vivant n'est peut-être pas suffisante pour que la vie démarre. Beaucoup, notamment de scientifiques, partent du principe que si on a de l'eau, de la matière organique et un petit peu d'énergie, ça peut être des conditions suffisantes pour obtenir l'émergence de vie quelque part, ou avoir la vie. Mais ça, je pense que c'est faux. C'est-à-dire qu'en fait, la matière organique est nécessaire, mais pas suffisante en elle-même pour avoir l'émergence de vivants. Il nous faut un environnement bien particulier. C'est cet environnement-là qui va déterminer la capacité que va avoir la matière de s'organiser pour aller vers le vivant. Pour passer de l'inerte au vivant, il faut un ensemble de conditions environnementales spécifiques que nous commençons tout juste à entrevoir. Notre planète a manifestement offert très tôt des conditions favorables à l'éclosion de la vie. En effet, l'eau liquide est présente sur Terre depuis 4,4 milliards d'années et les plus anciennes traces de vie connues datent de 3,8 milliards d'années. À l'échelle des temps géologiques, la vie est apparue rapidement. Quel milieu particulier a permis une apparition aussi rapide des premiers organismes vivants ? La biologiste Purificación López García est ici au Mexique pour étudier les incroyables facultés d'adaptation de la vie dans des environnements proches de ceux de la Terre primitive. Waouh, c'est super. Et je l'imaginais plus petit, le lac, mais en fait, il est assez grand. Oui, et profond. On va voir Super. mal avec ça. Oui. Que bonito. Waouh. Ça sent le soufre en plus. Ah, j'adore. Bon, on y va, non? Oui.
Purificación et David Moreira explorent le cratère du volcan El Chichón au Mexique. Fumerolles, marmites bouillonnantes, boue et sources chaudes, l'activité géothermale est omniprésente. Le lac d'acide lui-même est parcouru de gaz venus des profondeurs de la Terre. Les deux biologistes cherchent d'abord à mesurer les paramètres de ce milieu extrême avant d'y chercher d'éventuelles traces de vie. C'est chaud. C'est super chaud. Là, on monte à 90, 92. Et ça monte, 94, 95, 96,7 degrés à la sortie. Donc ça doit être vraiment chaud à l'intérieur. Cet environnement, si on s'affranchit des plantes qu'il y a en bordure du cratère, effectivement pourrait ressembler à certains environnements de la Terre primitive où le volcanisme était très actif et l'hydrothermalisme aussi. Donc l'hydrothermalisme est une constante de la Terre primitive. C'est pareil? Pareil, 96,6. Oui. Bon. Tu veux qu'on échantillonne ici? Oui, on va prendre Ok. un peu de soufre, non? Ce milieu hydrothermal est très proche de celui où la vie est apparue. Et d'ailleurs, rapidement, les deux biologistes vont trouver des organismes qui semblent s'épanouir ici. Oh, Ah, regarde ça. très beau. Très beau, ça. Super. Ben, on va prélever ici aussi, non? Avec des petites Oui. terrasses. Wow. Estés, quand il va sur toi, Malgré ces conditions qui peuvent sembler extrêmes, la vie microbienne est abondante. Et les deux scientifiques observent de nombreuses variétés de bactéries organisées en communautés. les organismes actuels ne sont pas des organismes primitifs. Par contre, à partir de la diversité microbienne qu'on trouve ici et dans d'autres écosystèmes, on peut déduire les premières caractéristiques des organismes vivants. En étudiant des environnements comme ce cratère volcanique, les scientifiques peuvent imaginer les environnements qui ont été favorables à l'apparition de toutes les formes de vie terrestre. Ouais, il y a beaucoup de vapeurs d'eau qui sortent chaudes. Mais on entend l'eau, mais on l'entend, mais on la voit pas. Bon. On va vers le lac alors? On peut descendre vers le lac. Oui. Ok. Il y a 4 milliards d'années, la chimie de la vie a peut-être commencé dans de petites flaques balayées par le ressac. Beaucoup d'hypothèses sur la formation, les origines de la vie suggèrent cette idée-là. On avait des marais, des petits lacs qui restaient, des petites mares qui ont permis aux molécules organiques de se rassembler pour peut-être démarrer la vie. Alors peut-être qu'il faut des continents, des océans. Le grand risque qu'aurait pu courir la Terre, c'était qu'il y ait trop d'eau. S'il y avait eu un peu plus d'eau, eh bien on aurait eu des océans plus épais, peut-être de plusieurs dizaines de milliers de mètres d'épaisseur, et là on n'aurait pas eu de continent, on aurait eu une immense planète océan, mais pas de surface, pas d'interaction, pas de possibilité d'avoir des environnements propices à la vie. Et on se demande si le fait que la Terre ait juste la bonne quantité d'eau pour qu'il y ait 70% d'océans, des continents, une interaction entre les deux, c'est pas ça qui a permis la vie. Les flaques des sources hydrothermales offrent un environnement idéal pour que la chimie de la vie démarre. De l'eau, de la chaleur et des éléments chimiques venus du sous-sol. La Terre primitive était certainement un laboratoire chimique, un laboratoire de chimie sale, où il y avait beaucoup de composés qui étaient mélangés et où on a pu jouer avec beaucoup de paramètres, beaucoup de conditions. Pendant quelques centaines de millions d'années, les molécules vont s'associer, testant toutes les combinaisons possibles et gagner en complexité. Pour que cette chimie évolue finalement vers la vie,
les éléments chimiques doivent pouvoir se concentrer en étant isolés du milieu extérieur. Il faut maintenant inventer la membrane cellulaire. Et si, à un moment donné, une bulle de graisse englobe les éléments, eh bien, on a le premier individu qui est apparu. Et si cet individu se coupe en deux, on a la première population. La vie a commencé. À peine nées, les premières formes de vie sont encore fragiles, tout juste protégées de l'environnement extérieur par une membrane. Elles vont pourtant réussir à développer leur métabolisme et à se spécialiser. La vie va enfin pouvoir se diversifier, testant des formes multiples. La vie s'est diversifiée énormément, mais à partir d'un seul ancêtre commun universel. Peut-être au départ, il y a eu plusieurs départs de vie, timides, balbutiants, mais il y en a à un moment donné un qui a pris les dessus. Et ça, on le sait parce que même si on est fasciné par l'incroyable diversité des êtres vivants, des animaux, des plantes et la énormissime variété et diversité des micro-organismes, eh bien, ils ont tous quelques caractéristiques qui sont communes. On est basé sur la même biochimie, on a tous de l'ADN comme matériel génétique et on est basé sur les mêmes protéines. Tout ce qui sert, aussi bien dans les bactéries, dans les champignons, dans les oiseaux que dans les baleines ou dans les plantes, tout ça c'est fait avec les mêmes choses. Nous sommes tous frères, de la plus petite des bactéries à la plus belle des girafes. Tous les habitants de la Terre portent en eux les traces de ce lointain passé commun, car ils sont construits à partir d'un nombre limité d'ingrédients de base identiques. Et pourtant, il y a 4 milliards d'années, d'autres briques élémentaires étaient disponibles sur la Terre primitive. On a des météorites qui viennent de corps qui se sont cassés il y a des milliards d'années. Et dans ces météorites, on trouve 60, 80 acides aminés. Nous, on n'en utilise que 20. Le premier forme de vie, on choisit ces 20 acides aminés. Donc, pourquoi la vie a choisi ça? Eh bien, il y a peut-être une question de hasard, de chance. C'est la combinaison du hasard et des contraintes environnementales de la Terre primitive qui ont abouti à cette sélection restreinte parmi les nombreuses briques élémentaires disponibles. Et vous pouvez très bien imaginer un monde dans lequel les êtres vivants soient constitués de 28 acides aminés et pas forcément les mêmes que nous, voyez. Mais ça ne donnera pas du tout, les mêmes formes de vie. Ça sera très très différent. Les scientifiques sont confrontés à une difficulté majeure lorsqu'ils cherchent à comprendre comment la vie a émergé. En effet, les 4 milliards d'années de tectonique des plaques ont effacé toutes les traces des premiers organismes. Il faut donc chercher ailleurs, sur une planète où les conditions propices à la vie ont existé et qui aurait gardé les traces de ce passé lointain. Cette tectonique des plaques qui n'existe pas à la surface de Mars, ou en tout cas qui s'est arrêtée tellement tôt dans l'histoire de Mars, que Mars a, dans des sites particuliers, préservé l'ensemble de son histoire jusqu'à des temps extraordinairement reculés de plus de 4 milliards d'années. Si la vie a bien eu le temps d'émerger sur Mars avant que la planète ne perde son atmosphère, les archives des débuts de la vie pourraient être conservées dans son sous-sol. Mars a effectivement eu une jeunesse assez proche de la jeunesse de la Terre, avec de l'eau liquide, des choses qui arrivent, des comètes, de la matière organique, etc. La même chose que sur Terre. Comme il y a les mêmes ingrédients qui venaient de l'espace, il a pu y avoir peut-être le même démarrage d'une série d'évolutions chimiques qui, sur Terre, a donné naissance aux vivants et qui, peut-être sur Mars, aurait pu donner des premières étapes, par exemple la fabrication de membranes, des structures de ce type-là. On
a fait beaucoup d'études sur la planète et on s'est rendu compte qu'il y a 3,5 à 4 milliards d'années, Mars comportait des conditions qui pouvaient supporter l'apparition de la vie. On a trouvé avec le rover Curiosity, donc qui est sur Mars depuis maintenant 7 ans et qui continue ses investigations, que le cratère dans lequel il a atterri, qui fait 160 km de diamètre, était un lac d'eau douce, rempli d'eau douce. Donc cette eau était présente pendant plusieurs centaines de millions d'années. C'est possible que la vie ait pu apparaître dans ce cratère. En explorant les anciens lacs martiens, les chercheurs aimeraient répondre à l'une des grandes questions de l'astronomie et de la biologie. La vie est-elle un phénomène banal dans l'univers, apparaissant à chaque fois que les conditions sont favorables? Ou bien est-ce un phénomène exceptionnel, que l'on a très peu de chances de découvrir ailleurs que sur Terre? C'est la question cruciale à laquelle vont tenter de répondre les prochaines missions d'exploration de l'aride surface de Mars. Même si depuis 40 ans, l'histoire de la recherche de vie sur Mars n'est qu'une longue suite de déceptions. Pratiquement tous les 2 ans, on nous annonce que ça y est, on a trouvé des traces de vie. Mais on n'a pas trouvé de traces de vie sur Mars. Les ennuis commencent avec Mariner 4 en 1965. La sonde s'approche de Mars et envoie les toutes premières photos de la surface. C'est la consternation parmi les scientifiques. Les photos ne montrent qu'une planète déserte et sèche. Puis ce sont les missions Viking, première sonde scientifique à fouler le sol martien. En 1976, les sondes Viking étaient allées rechercher la vie par des expériences de biologie pour rechercher la vie présente à la surface de Mars. Les résultats ont été négatifs. Sur ces expériences Viking, on a cherché réellement de la vie sur Mars qui soit exactement la même que sur la Terre. Ça, c'est une illusion parfaite. D'ailleurs, ça n'a pas marché, ça n'a pas donné de résultat. La déception est grande à l'aube des années 80 pour les scientifiques, mais aussi pour le public, alors que le cinéma et la littérature de l'époque véhiculent l'idée que la vie foisonne partout en dehors de notre planète. C'était le premier grand choc pour ébranler le paradigme dominant de l'époque, à savoir qu'il y a de la vie partout, et entre autres sur Mars. L'échec des missions Viking a totalement remis en question la manière d'envisager la vie extraterrestre. Parce que l'homme était convaincu depuis plusieurs siècles qu'il y a de la vie partout dans l'univers, il y en a partout dans le système solaire, et les gens ont souvent pensé que Mars était la plus favorable pour avoir abrité les conditions du vivant. Et il a fallu plusieurs échecs dans ces expériences-là pour que les gens réalisent que finalement, cette idée qu'il y a de la vie partout, eh bien cette idée-là a fait long feu. C'est très récemment que les missions spatiales ont montré que c'est une toute autre approche que l'on doit avoir avec les missions, avec la planète Mars. Les prochaines missions d'exploration de Mars ne vont plus chercher une vie actuelle, mais plutôt les traces d'une vie passée. C'est le but de l'ambitieuse mission européenne ExoMars et de son laboratoire mobile. On connaît maintenant suffisamment bien Mars pour aller rechercher spécifiquement des choses qui seraient préservées dans le bon contexte, dans une zone qui serait habitable. Cette zone de Mars, c'est la zone où les sondes de l'année prochaine vont se poser. C'est justement les zones, par chance, qui sont les zones qui ont préservé jusqu'à aujourd'hui les conditions de stabilité de l'eau à la surface de Mars il y a très longtemps. C'est ici, à Turin, que le gigantesque puzzle de la sonde européenne ExoMars est assemblé. Le défi est de taille pour la communauté scientifique. Depuis le centre de contrôle de Turin, Caroline Fraissinet va surveiller les analyses du sol martien
effectuée par son laboratoire automatique embarqué dans le rover. Pour la première fois, cette mission va être capable d'analyser le sous-sol de Mars. On sait que la surface de Mars est bombardée par des rayonnements qui vont détruire la matière que l'on recherche, la matière organique qui est le résidu éventuel d'une forme de vie. L'atmosphère de Mars est devenue trop mince pour filtrer le rayonnement solaire nocif pour la vie. En creusant jusqu'à 2 mètres de profondeur, on va pouvoir accéder à des endroits beaucoup plus préservés. Donc le contexte est plus favorable à une préservation des molécules que l'on recherche. Rechercher de la vie sur Mars, c'est effectivement rechercher nos propres origines. Sur Terre, on ne sait pas comment on est passé de la chimie à la biologie. C'est le chaînon manquant de l'exobiologie, c'est le passage de la chimie à la biologie. Si on trouve sur Mars, grâce à ces expériences, de la matière organique, on pourrait se dire on est en train de retracer les premières étapes de ce qui a fait l'évolution de la vie sur Terre. La Terre a heureusement connu une évolution bien différente de celle de Mars. Notre planète a pu conserver son atmosphère et son eau liquide. Ainsi, la vie a continué à progresser en inventant de nouvelles formes. Ces roches blanches sont le témoignage d'un bouleversement survenu il y a 2,5 milliards d'années dans les océans. Il va changer toute l'histoire de la vie sur Terre. Une révolution à l'échelle de la planète, mais pourtant provoquée par des micro-organismes. Oui, il est très bon. Pour moi, ces cailloux, c'est l'histoire de la Terre, l'histoire de la biologie. C'est l'évolution, c'est des capacités incroyables de transformer la matière et de l'énergie. Et c'est fantastique. Et en fait, on est les enfants de ce type de micro-organismes-là. C'est nos parents, en quelque sorte. Ce ne sont pas de simples cailloux que la biologiste Purificación López Garcia et son équipe sont venus étudier. Ces structures calcaires sont le résultat d'un processus innovant qui utilise le rayonnement solaire comme source d'énergie. Ce sont des stromatolites. Ils sont produits par des communautés microbiennes complexes, en particulier les cyanobactéries. Ce qui m'entoure, c'est des stromatolites fossiles. Et ça, c'est un morceau d'un stromatolite vivant que je viens de couper. On voit très bien des colonies de cyanobactéries vertes qui expriment la couleur typique de la chlorophylle, pigment qu'elles utilisent pour faire la photosynthèse. La grande innovation des cyanobactéries, c'est d'être capable de fabriquer leur propre nourriture, du glucose, à partir des 3 éléments les plus abondants sur la Terre primitive: l'eau, le CO2 et la lumière. Ce processus, la photosynthèse, produit également du calcaire. Ce calcaire entoure et protège les cyanobactéries, leur permettant de former des colonies. Regarde. Waouh, Ah. belle pièce. Non, ça pousse vraiment dans C'est le très, très, très vite. Je pense, ouais, on a au moins au bas mot 100 micromètres par an de croissance. Ouais. Et peut-être 200, 250. C'est super, là, c'est... Waouh. Ce matin, on a été contents parce qu'on a trouvé des systèmes de colonisation qu'on avait mis il y a 5 ans et qui ont été colonisés par des communautés microbiennes et qui produisent ces minéraux. Donc ça pousse très vite. On est aux alentours d'1 millimètre par an, ce qui est énorme. Il y a 2,4 milliards d'années, les cyanobactéries vont bénéficier d'un atout inattendu pour coloniser et dominer l'écosystème terrestre. La photosynthèse produit un déchet, l'oxygène.
un véritable poison pour les premiers organismes qui peuplaient la Terre. Cet oxygène, rejeté en grande quantité dans l'atmosphère terrestre, va décimer les autres organismes primitifs. Ils vont laisser le champ libre aux cyanobactéries. Comme l'oxygène est toxique pour beaucoup d'autres organismes, eh bien, elles se sont imposées dans certaines niches et sont d'abord appris à résister à cet oxygène qui est toxique, et ensuite elles sont colonisées cet environnement qui est oxygéné, là où il y a la lumière, tout type de milieux, dès l'océan jusqu'au lac, à tout type de surface continentale. Les cyanobactéries deviennent les organismes les plus nombreux sur Terre, et leur présence massive change notre planète. L'atmosphère contient maintenant de l'oxygène. Cet oxygène permet également à la vie terrestre de bénéficier d'une nouvelle protection. Dans la haute atmosphère, sous l'effet du rayonnement ultraviolet, l'oxygène se transforme en ozone et offre à la Terre un bouclier vital, la couche d'ozone. La surface de la Terre va être protégée des rayonnements ultraviolets dangereux et ainsi, de nouvelles formes de vie vont pouvoir évoluer à l'air libre. Quand vous voyez une image de la Terre à contre-jour, même prise depuis la station orbitale, on voit à quel point l'atmosphère protectrice est un film incroyablement fin qui lui-même a été fabriqué par la vie elle-même au cours du temps. Et c'est là qu'on réalise à quel point ces particularités ont été essentielles, non seulement pour l'évolution de la Terre, mais en particulier pour ce qu'elle porte, c'est-à-dire le vivant. Grâce aux cyanobactéries, un fascinant cercle vertueux se met en place. La Terre a d'abord accompagné le développement de la vie. Mais ensuite, avec l'oxygène, c'est la vie qui change la Terre. La Terre devient de plus en plus propice à l'évolution de la vie. Notre planète change de visage. Elle devient la planète verte, la couleur de la chlorophylle. Une fois adaptée à l'oxygène, la vie va maintenant tirer parti de ce nouveau supercarburant. L'oxygène étant très énergétique, permettant d'obtenir, de dégager beaucoup d'énergie par réaction chimique, il est plus utile pour les animaux, où il a probablement permis l'apparition des organismes multicellulaires. Les premiers organismes multicellulaires, puis les animaux, vont pouvoir évoluer grâce à cette nouvelle source d'énergie capable de faire fonctionner leur machinerie biologique de plus en plus complexe. De nouveaux organes nécessitant beaucoup d'énergie peuvent se former, comme les muscles, le foie ou le cerveau. Maintenant, tout est prêt pour que l'évolution puisse se débrider et inventer de nouvelles formes de vie. L'évolution façonne notre planète et sa diversité. Elle est indissociable de la vie terrestre. Ouais, je suis émerveillée par la diversité biologique. La vie, elle évolue sans cesse et elle donne aussi bien le perroquet et toutes ces formes d'animaux et des plantes qu'on voit aujourd'hui dans cette forêt primaire.
Je me rends compte aussi que c'est un monde dur et difficile. Il est très beau, mais quand on regarde, c'est un monde plein d'interactions entre différents types d'organismes. Et je comprends pourquoi Darwin a imaginé sa théorie de la sélection naturelle en visitant des endroits comme ça, où on voit à l'œuvre ces mécanismes de sélection tous les jours. Notre écosystème est l'aboutissement d'un long dialogue entre la vie et l'environnement. Ce dialogue est orchestré par les lois de l'évolution. Ça veut dire que lorsque les individus sont presque identiques, ils vont se trouver dans des circonstances diverses et variées, et puis dans la population de ces individus, il y en a qui sont porteurs d'une petite particularité. Et cette petite particularité, elle peut leur donner un avantage compétitif pour l'accès à la nourriture ou à la reproduction, et donc ils vont se reproduire plus vite, et petit à petit, ils vont supplanter ceux qui ne portent pas cette particularité. C'est l'environnement qui a sélectionné les individus les mieux adaptés aux circonstances dans lesquelles ils se trouvent. Puis l'environnement lui-même va être modifié par l'activité biologique de ces individus. L'évolution, c'est un aller-retour permanent entre le milieu et ses habitants. Et elle ne mène nulle part. Il n'y a pas une ligne droite qui dit l'évolution, il faut qu'elle aille de la bactérie à l'homme. Elle va de la bactérie à l'homme et elle va de la bactérie à la bactérie. C'est-à-dire que l'évolution, c'est une espèce d'éventail qui va dans toutes les directions possibles. L'évolution explore l'espace des possibles en biologie. On est dans un mouvement permanent. Et ça, c'est quelque chose qui fait, à la fin, quelque chose d'absolument unique. C'est une dynamique riche qui anime la Terre depuis les origines. Stimulée par la diversité des environnements et des climats, la vie invente en permanence. D'un continent à l'autre, les espèces vont évoluer différemment, trouvant de nouvelles stratégies. Si on relançait l'évolution depuis l'origine de la vie, est-ce qu'on arriverait au même résultat? Probablement pas. On dit que l'histoire se répète. En réalité, non. Il y a des choses qui se répètent dans l'histoire, mais l'histoire est toujours différente. Donc pareil pour la vie. Et donc si on relançait les dés, il y a peu de chances qu'on trouvait les animaux et les plantes comme on les trouve aujourd'hui. L'évolution sur Terre, c'est la rencontre entre les hasards de la génétique et l'environnement. Un environnement qui lui-même est le résultat d'une suite de hasards. Du hasard multiplié par du hasard. Ces hasards-là font que ce qu'il y a sur Terre est unique. Et les écosystèmes dans lesquels nous nous trouvons, que ce soit la neige, le désert, le sable, la mer, on ne le retrouvera jamais ailleurs. L'écosystème terrestre est le résultat d'un processus aléatoire. Les probabilités pour que l'évolution ait abouti à un résultat similaire sur une autre planète semblent donc faibles. Mais pourtant, depuis 25 ans, les astronomes ont découvert de nombreuses planètes dans notre galaxie. Ils ont acquis la certitude qu'autour de la majorité des étoiles, il y a des planètes. Le nombre de planètes dans l'univers doit donc être gigantesque. C'est toujours l'argument que l'on oppose à ce genre de changement de paradigme. On dit qu'il y a des milliards de planètes dans une galaxie, il y a des milliards de galaxies dans l'univers. C'est vrai, mais des milliards de milliards, ce n'est pas l'infini. Il y a des milliards d'êtres humains sur Terre. Personne ne s'étonne qu'on soit tous différents. Donc la question, ce n'est pas qu'il y a des milliards de galaxies, c'est qu'en termes de probabilité, eh bien, il se peut très bien que des milliards de milliards ne soient pas suffisants pour que tous les cas puissent revenir à l'identique. Donc, dans tous les cas, si on découvre une forme de vie, eh bien, elle sera surprenante et fondamentalement différente de la vie terrestre. Je ne m'attends pas à trouver un arbre dans une autre planète et un écosystème à l'identique à celui-là. Mais si jamais la vie est apparue sur une autre planète basée sur une chimie équivalente, je ne suis pas sûre qu'on ait des animaux et des plantes. Ne pensons pas qu'on puisse retrouver
notre environnement sur une autre planète. C'est totalement illusoire. Est-ce qu'il y a une planète B? Ma réponse est très méchante, il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de planète B. Et c'est criminel de le faire croire. Il n'y a qu'un seul vaisseau spatial pour l'écosystème terrestre, c'est la Terre. Et il n'y en aura pas d'autre. Au fil de ces 4 milliards d'années d'existence, la Terre a abrité une vie de plus en plus diversifiée, inventant sans cesse de nouvelles stratégies pour survivre aux cataclysmes et aux changements du milieu. La vie semble aller toujours de l'avant, comme si elle cherchait à perdurer sous une forme ou une autre. Aujourd'hui, l'écosystème terrestre, cette belle machine, paraît sur le point de s'enrayer sous les coups de boutoir de notre espèce. On fait partie de cette même biodiversité d'un écosystème. Si on le détruit, eh bien, ça fait partie aussi de l'écologie d'une manière profonde. Et donc, on va peut-être disparaître, mais ce n'est pas nous qui allons partir en dernier. Hein. Donc, nous, on va disparaître avant les bactéries. On n'est qu'une feuille au bout d'un fil, long des millions et des milliards d'années. Comme toutes les bactéries, comme tous les arbres, comme toutes les plantes, comme tous les micro-organismes qu'il y a dans la planète, on n'est qu'un élément de plus de cette biodiversité. Rien de plus.